Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nature, Aventure, Survie. Comme vous l'entendez, j'ai une voix de merde et c'est normal. C'est pas que j'ai trop fumé, c'est pas que j'ai trop crié, parce que j'ai des stagiaires sympathiques. C'est juste que j'ai une extinction de voix, donc il faudra m'excuser. Et on va peut-être faire un podcast ASMR en fait. Ça peut être relaxant. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Alban. On se retrouve aujourd'hui sur les belles terres de Bretagne, du côté de Mort de Bretagne, dans un endroit qui s'appelle Ropenard, dans le Val d'Anast. On a aujourd'hui un stage de bushcraft avec quelques stagiaires qui sont à mes côtés. Et cet épisode du podcast est spécial pour deux raisons. Parce que déjà, vous l'entendez, je suis complètement enroué, donc il va falloir m'excuser sur ce côté-là. Mais surtout, je vais répondre en direct, cette fois, aux questions des stagiaires. Donc, pour rappel, si vous voulez me poser des questions habituellement, c'est sur YouTube en laissant un commentaire, vous m'envoyez un mail à contact@albancamp.com ou alors vous m'envoyez un message vocal sur l'application Encore que vous pouvez télécharger sur iTunes et Google Podcast. Alors, pour commencer, j'aimerais donner la parole à mon camarade Pascal qui m'accueille depuis 5 ans, 6 ans. Oui, c'est ça. 6 ans. 6 ans Ouais. pour des stages de bushcraft, environ un par an. Oui. Et à chaque Deux fois, ça se l'année passe dernière. vachement bien. Oui, deux, parce qu'on a été fous, c'est tout. Donc, écoute, Pascal, tu es responsable d'une antenne sportive dans une association. C'est cela. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je me présente, Scal. Je suis effectivement président de l'antenne sportive Parcours Sainte-Anne, qui est rattachée à une association, la Chapelle Sainte-Anne de Ropenard, qui se trouve au milieu du hameau, ici à Ropenard. J'ai pour habitude d'organiser et d'animer des bootcamps toute l'année. J'accueille effectivement des groupes comme des clubs sportifs, des groupes de tout niveau qui viennent s'aguerrir et prendre un petit peu de rusticité sur ce site. Et effectivement, tous les ans, je t'accueille Allemand pour ce stage bushcraft. Et ça se passe plutôt bien, effectivement. Au début, donc, on parlait de stage survie oui. parce que, voilà, c'était avec l'esprit, c'est un peu la mode, quoi. Puis Esprit finalement, aguerrissement. voilà, aguerrissement, anti-fragilité, on est des bonhommes, etc. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'est quand même le bushcraft, c'est quelque chose de plus apaisé. On est vraiment tourné vers la nature et force est de constater qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec les ressources naturelles. Et finalement, c'est ça qu'on vient trouver dans cet endroit, c'est qu'on a un super lieu pour s'amuser avec plein de ressources différentes. Et les stagiaires ont pu manger ce soir quelques petites préparations ou goûter les tisanes à la camomille, par exemple, qu'on vient juste de récolter. Quelque chose à rajouter? Bon, oui, simplement, pour les gens intéressés par ce genre d'aguerrissement, c'est le concept bootcamp que je propose avec des modules variés, comme les courses d'obstacles, les parcours d'agrès avec recherche d'énigmes, autres courses d'orientation et aussi de la self-défense. En clair, je m'adapte aux demandes du club, du groupe ou de la personne qui vient seule puisqu'elle sera intégrée à un bootcamp, à un groupe. Le but est de promouvoir en fait le sport de plein air en groupe, la cohésion. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur PSA Ropenard sur Facebook principalement et m'appeler au 06 85 51 70 23. Tu Voilà. vas te faire troller, toi. Ah oui. Ouais. D'accord. Juste précision, c'est qu'à chaque fois qu'on vient participer à une activité ici, il y a une certaine partie des fonds qui sont récoltés vont à la restauration de la chapelle qui est juste là-bas. Tout va sur l'association en fait. Moi je suis simple bénévole, je fais ça pour mon bon plaisir. Parce que ça me plaît d'accueillir des groupes et d'amener les gens au sport de plein air, de faire découvrir le site et de faire découvrir aussi une certaine pseudo entraînement militaire, librement inspiré, je précise.
Voilà. D'ailleurs, tu accueilles les bootcamps de Marius. Oui, tout à fait, avec en partenariat principalement avec Défense Tactique de Rennes. Fred. Salut Fred. Marius vient tous les ans pour organiser ce stage bootcamp de 2 jours. Une partie, cette année, ça sera tout sera fait ici. Enfin, on va pas tout révéler, hein, il y a plein de surprises. C'est le principe du bootcamp. On a fidélisé énormément ce bootcamp. Les gens de toute la France viennent pour ressentir la fraîcheur de la Bretagne, même si ça reste en septembre. Il y a un petit peu d'eau quand même. Bien. Voilà, Alban. Et oui, merci Pascal. Ça va mieux la voix, c'est bien. On va pouvoir faire quelque chose. Ça fait les montagnes russes. On va passer aux questions. Donc, des questions libres. Donc, ça n'a pas été préparé. Donc, peut-être que vous allez me piéger. On ne sait jamais. Donc, questions libres sur la pratique du bushcraft, la survie, la nature, les plantes, les petits oiseaux, puis etc. C'est comme vous le sentez. Et on va commencer avec Sébastien, qui est un habitué. Alors moi je vais poser une question par contre qui n'a absolument rien à voir avec le bushcraft ou quoi que ce soit. J'ai une question qui me taraude depuis très longtemps. Pourquoi cette chemise rouge est-elle présente partout? Eh bien, c'est une excellente question. Tout simplement parce que cette chemise rouge, j'en ai qu'une. Franchement, je n'ai qu'une chemise pour aller dehors. Je me laisse déborder par beaucoup de matériel de bushcraft. Et ça me chagrine. Parce que pour moi, le bushcraft, ça doit rester uniquement des connaissances et des compétences qu'on utilise dans la nature. Ce qu'il y a, c'est que, de par mes articles dans Survival, en particulier, je reçois beaucoup de matériel à tester. Donc ça encombre mon logement, ma cave en déborde, ma femme pète des câbles à voir tout ce que j'ai dans des caisses. Donc j'essaie quand même d'être minimaliste sur ce que je peux. Pour vous dire, je ne suis pas un fan du tout de matériel, j'utilise seulement ce qui me paraît pratique, ce qui me paraît efficace. Donc ce que vous me voyez porter à chaque fois, c'est uniquement ce que j'ai. J'ai qu'une paire de godasses. Celles-là, je les utilise en toute saison parce qu'elles sont vraiment très bien. Je ne donnerai pas les marques parce que je fais pas de pub. Le pantalon que vous me voyez porter, je peux le cirer pour le rendre étanche entre guillemets, du moins imperméable. Il est ultra résistant. Depuis le temps que je l'ai, je n'ai jamais fait un accro dessus. Donc je le porte à chaque sortie. Ensuite, la tenue que je choisis, c'est quand le temps est relativement clément comme ça, effectivement, j'ai simplement un t-shirt et cette fameuse chemise rouge qu'on voit partout. Et vous connaissez également probablement ma veste bleue qui est à côté de mon sac à dos. Cette veste avec des poches, donc une smock qui est de marque britannique, qui pareil est extrêmement résistante à l'humidité. Donc l'année dernière, tu étais là, on s'est tapé une grosse drache. J'étais le seul, je pense, à rester sec grâce au pantalon qui était ciré, grâce à la veste qui est parfaitement imperméable. Donc côté vêtements, j'essaye d'être minimaliste. Malheureusement, c'est vrai que par côté équipement matériel, ça déborde un peu partout et c'est dommage. Merci pour cette réponse. On passe à Greg. Pas particulièrement de questions, Vas-y. moi. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu du. Comment dire du scoutisme en fait, pour les grands, pour les adultes. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant, il y a plein de choses à découvrir. Et d'amener des enfants, je pense que ça peut être vraiment très sympa. En fait. Et quand mes enfants auront l'âge, je pense qu'ils viendront faire Alors, je vais rebondir dessus. Et c'est vrai que quelque part, c'est cette optique-là que j'essaie de garder dans ma pratique du bushcraft. Au tout début, c'est Fred qui m'avait demandé d'animer un stage. Il m'avait demandé d'animer un stage de survie pour adultes. Alors, on l'a fait, ça s'est super bien passé, c'est bien pour ça qu'on revient. Seulement, j'ai toujours été mal à l'aise avec le terme survie. Parce que personnellement, je n'ai survécu à rien. Je ne me suis pas écrasé sur une île déserte, je me suis jamais retrouvé perdu au fin fond de la Sibérie face à des conditions climatiques difficiles. Donc effectivement, je me suis tourné plus vers le bushcraft qui est un loisir.
Et comme tu le dis, moi je me revendique quasiment boy scout. En fait, je dis toujours que je suis un boy scout refoulé parce que j'ai pas été boy scout quand j'étais petit et j'aurais trop voulu. Et alors habituellement on accueille des enfants sur le stage, donc ils viennent avec leurs parents et puis ça se passe bien à chaque fois. Cette année j'avais besoin de prendre un peu de recul, c'est pour ça que vous êtes moins au niveau du groupe et je trouve que c'est très bien parce qu'au moins même avec la voix éclatée je peux prendre le temps de venir vous voir chacun d'entre vous, d'essayer de vous apporter des petites billes. Donc ce que tu dis est très juste, pour moi c'est cette optique-là, c'est du scoutisme mais pour les grands. Juste pour montrer finalement ce que nos grands-parents savaient déjà faire et ce que normalement les boy scouts aussi devraient savoir faire, même si je sais très bien que ça se perd. Et c'est pour ça que j'interviens auprès des boy scouts aussi de temps en temps. Il y a les scouts de France, il y a les scouts d'Europe, etc. On essaye de proposer également ces activités-là aux enfants parce qu'en plus, quand ils sont jeunes, s'ils arrivent à maîtriser ça, quand ils grandissent, leur niveau ne peut qu'exploser parce que leur âge, ce sont des vraies éponges. Et ça fait toujours plaisir de voir des gamins qui apprennent plein de choses. Donc l'année dernière, c'était ta petite sœur qui s'est tapé un temps... grande sœur, excuse-moi. C'était ta grande sœur qui s'est tapé un temps horrible. Et pourtant, Ouais, ça lui a plu. elle s'était mise au coin du feu en train de faire sécher ses chaussettes. Le matin. Vraiment, la petite à l'aise dans la nature, donc c'était vraiment super d'avoir. On passe à la question suivante. Bonjour, moi ma question c'était surtout là ce qui m'intrigue en ce moment c'est comment rendre l'eau potable, sachant qu'en plus on est dans une région où elle peut être polluée par... Voilà, comment être à peu près sûr de la boire sans être malade. Voilà. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est une question un peu cheatée parce qu'on a traité ça tout à l'heure. Mais alors effectivement, l'eau c'est toujours un gros problème parce que je pense que vous l'avez remarqué aujourd'hui. Charrier de l'eau dans votre sac à dos, l'eau ça pèse lourd, 1 kg pour chaque litre. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous prenez de la vraie nourriture qui est déjà hydratée, dans ce cas l'eau est cachée dans la nourriture et ça pèse lourd, soit vous prenez du lyophilisé, mais si vous prenez une bouteille d'eau à côté, en fait ça revient quasiment au même. Donc il faut quand même être capable de savoir récolter de l'eau, la purifier ou la rendre du moins potable juste pour le temps où on est à l'extérieur. Donc dans la simplification que je vous ai donnée tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez des 3 types de polluants? La turpitude. La turpitude, ah non, s'il vous plaît. La turbulence. Turbidité. Non, je sais que ce mot est un peu bizarre. C'est toi qui l'as dit. Turbidité. La turbidité, exactement. Donc, tout ce qui peut rendre une eau un peu trouble, ou même les éléments qui flottent finalement peuvent faire partie de la turbidité. Les pesticides, les produits chimiques. Tout ce qui est chimique, c'est ce qui va être le plus dur à éliminer, puisque c'est vraiment... ce sont les éléments les plus... alors c'est même pas microscopique, c'est de l'ordre du nanomètre, vraiment, et pour les retenir, à moins d'avoir un filtre à charbon actif qui va retenir qu'une partie d'entre eux, c'est extrêmement difficile sur le terrain de les traiter. Mais la plus grosse partie de ce qui va nous rendre vraiment malades et déclencher des maladies, bactéries, virus, protozoaires. Oh, il y en a un qui est attentif. Donc bactéries, virus et protozoaires, ceux-là ils sont faciles à traiter sur le terrain, il suffit de faire bouillir. Éventuellement il y a des pastilles qui permettent de traiter certains types de micro-organismes, mais des fois on peut en laisser de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire la notice, il faut se renseigner surtout sur l'endroit où on va, est-ce que ces micro-organismes-là sont présents. Donc on pense au Cryptosporidium ou à Giardia. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. C'est bien rentré cette fois. Au bout de 2 fois. Olivier? Oui, alors j'aurais une question juste comment tu fais comme tous les instructeurs dans plusieurs domaines, comment tu fais toi pour entre guillemets te maintenir à jour ou tu vois être toujours quand même je sais pas au courant des nouvelles peut-être pas technologies mais de nouveaux peut-être matériels qui pourraient faciliter telle ou telle chose, des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques, voilà. Comment on se maintient à jour? Actualise tes connaissances. Ouais. Alors en fait oui, comment est-ce que j'actualise mes connaissances, comment je fais de la veille? Alors juste une précision, j'aime pas le mot instructeur parce que ça rappelle trop le côté militaire. Dans ces cas-là, quand je fais une sortie ou dans le cadre de mon association, je préfère dire formateur.
parce que j'apporte de la connaissance, mais je me prétends pas faire rentrer ça dans le crâne et vous faire des pompes dans la boue, c'est pas l'objectif. Alors, le gros avantage de la discipline telle que moi je le vois, c'est que, comme je l'ai dit, je ne suis pas fan de matériel. Le matériel, quelque part, c'est vraiment secondaire. Pour moi, il y a le bushcraft, c'est-à-dire les connaissances et les savoir-faire. Donc, reconnaître des plantes, savoir traiter de l'eau, par exemple. Mais de l'autre côté, il y a les outils qui peuvent permettre de faire ça. Et fondamentalement, les outils sont extrêmement basiques. On a le couteau, on a la hache, la scie. Une des meilleures acquisitions que j'ai pu faire depuis des années, c'est une bouilloire. Je l'utilise quasiment à chaque sortie. Et vous voyez que là, pour purifier l'eau, pour faire simplement une tisane, on l'utilise. Donc côté matériel, hormis mes activités chez Survival, c'est cette grande chance que j'ai, c'est que je peux écrire des articles pour ce magazine. Effectivement, on me contacte pour me proposer du matériel. Ce matériel, je l'essaye sur le terrain, je le teste, je vois ce qui est cohérent ou pas. Et parfois, on m'envoie de sombres merdes qui ne méritent même pas d'avoir un article. Je pensais par exemple à une bouilloire qu'on m'avait fait gagner sur Internet. Et la bouilloire, je l'avais amenée, je crois, l'année dernière. Dans sa construction, il n'y avait rien de cohérent. C'est-à-dire que le manche, on devait utiliser une petite vis qu'on pouvait tout à fait perdre. Et en plus, il pouvait se décrocher. Autour du manche, il y avait de la paracorde. Alors quand vous mettez la bouilloire au-dessus des flammes, la paracorde, on imagine ce que ça donne. Bon, le couvercle avait un gros bouchon en bois. Quand on le manipule, c'est pas évident non plus. La forme n'allait pas, ça prenait trop de place, bref. Donc, côté matériel, je me maintiens un jour, entre guillemets, uniquement grâce à ce biais-là. Tout simplement parce qu'on me contacte, on me dit, bah voilà, il y a cette nouveauté qui sort. En général, on me dit, ah c'est formidable, regardez, testez-le. Je le teste et je vois un peu ce que ça donne. Donc, côté matériel, c'est comme ça. Côté connaissance et savoir-faire, par contre, c'est un véritable travail parce que j'ai eu cette chance, donc encore une fois, d'écrire des articles qui me forcent à être pointu dans ce que je raconte. Ensuite, j'ai le plaisir d'écrire, donc c'est vraiment devenu une passion de transmettre des connaissances. Et on a toujours envie, quand on écrit un article, d'apporter le plus de connaissances possible en un minimum de place. Donc ça se mesure en pages. Donc si vous regardez les articles dans Survival, en général, en 4 pages, on arrive à faire déjà un bon article sur une plante, par exemple, ou une technique pour allumer le feu. Donc l'idée, c'est que on essaye tout ce qu'on a pu voir précédemment dans des vidéos YouTube, tout ce qu'on a pu voir dans des livres. On essaye ce qu'on a envie, parce qu'il faut fonctionner comme ça, il faut prendre le temps. Ces temps-ci, par exemple, je suis beaucoup plus intéressé par les techniques d'allumage de feu. L'année dernière, j'étais vraiment passionné par les champignons, donc ça évolue. On découvre ainsi de nouveaux domaines, il faut aller à son rythme. Et aujourd'hui, on a quand même la grande chance d'avoir Internet, sur lequel on a pléthore d'informations. Bien entendu, il faut faire le tri parce qu'il y a du bullshit partout. Mais quand on a un bagage suffisant, on arrive justement à déceler où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Et on sait surtout corroborer des sources, on sait vérifier. Et quand on arrive à vérifier, on peut vraiment progresser, même dans des domaines aussi casse-gueule, j'ai envie de dire, que les champignons. Parce que tout le monde sait que les champignons, vous vous trompez, alors c'est soit vous avez la diarrhée pendant une semaine, soit on vous revoit même plus. Donc il faut y aller très progressivement, il faut être capable de faire ces recherches-là. Et j'ai aussi, de par mes études, un bagage en botanique, une identification de ressources, donc les arbres, les plantes, les champignons, tout ça. Je suis capable de faire cette démarche d'aller découvrir de nouvelles choses. Là où quelqu'un qui ne connaît rien à la botanique ira plutôt juste découvrir une plante en particulier qu'on lui présente. C'est le côté recherche en fait que j'aime beaucoup dans mon travail d'écriture. C'est le fait de pouvoir me dire ce domaine-là m'intéresse, du coup je vais y aller. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et il faut dire que dans le domaine du bushcraft, on a quand même un certain retard en France. Donc ce qui peut vous paraître relativement nouveau dans ce qu'on pratique nous, finalement, c'est juste des choses que moi j'ai déjà vues aux États-Unis ou au Royaume-Uni, de par des instructeurs que j'ai pu rencontrer, avec lesquels je peux échanger, ou tout simplement des vidéos que je peux voir sur Internet. Parce que ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont conservé leur tradition de vivre comme ça un petit peu dans les bois, alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est en train de le redécouvrir. C'est-à-dire que même nos anciens sont un petit peu, pas en retard, je dirais, mais ont oublié quelque chose.
Je dis toujours que j'ai commencé grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a montré des plantes comestibles. Elle ne parlait pas très bien le français, elle parle le breton en fait. Elle ne sait pas allumer un feu. Mais par contre, ma grand-mère elle est incollable sur les plantes comestibles. Donc se tenir à jour, c'est ça, c'est juste faire des recherches, essayer de voir aussi avec les anciens, essayer d'échanger. Et on progresse dans ce qu'on a envie. Quand on est passionné, je pense qu'on trouve toujours un petit peu de temps pour aller creuser, essayer d'aller un petit peu plus loin et découvrir des petits trucs vachement sympas, quoi. Donc faire un café à l'arrache, vous voyez, avec du vrai café sur le terrain, gratter un fire steel sans le bousiller au bout de 10 essais, des petits trucs comme ça, des petits détails qui font que progressivement on arrive à accumuler une somme de connaissances et de savoir-faire vachement intéressante. Et du coup, on peut aller palier par palier. Donc c'est l'énergie qui fait continuer ça, et c'est l'envie de faire des recherches. C'était un peu long comme réponse. Dans le prochain épisode, vous pourrez retrouver la suite des questions qui ont été posées par les stagiaires. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site albancamp.com, à me poser vos questions par mail, par Instagram en me taguant avec le @albancamp, ou par l'application Anchor qui est disponible sur iTunes et Google Android. Donc, précision, au tout début on parlait de stage survie, parce que c'était... Excusez-moi, c'est ridicule. Au tout début, on parlait de stage survie parce que c'était quelque part la mode. Putain, ça se barre en couille. Je vais être obligé de couper. Un petit peu de camomille. Du laurier. Ça va mieux, voilà. Tu trolles, toi.